apporter, on dira deux mots au sujet, notamment de la démarche, d'aller expliquer, mais surtout aussi des arguments avancés face aux populations pour les convaincre de la pertinence de l'entreprise révisionniste. Et puis, si le temps nous le permettait, eh bien, on en dira deux mots. Un dernier coup d'État encore en Afrique de l'Ouest. Décidément, pour cette partie du continent, la Guinée-Bissau connaît des heures un peu délicates depuis ce mercredi après midi. Le président sortant Umaru Sissoko Embalo a affirmé sur l'un des médias internationaux avoir été en tout cas arrêté par, mettons, l'armée, qui d'ailleurs a fait une déclaration officielle, annonçant donc quelques perturbations de l'ordre constitutionnel. On verra bien ce qu'il faut en retenir, notamment pour ce coup d'État qui laisse se poser beaucoup de questions avec cette liberté du président en griffe déposée qui quand même a son téléphone et qui peut appeler le monde entier. Alors, on va commencer déjà par le tout premier sujet. La Commission électorale nationale autonome a fait encore un petit pas vers les élections législatives prochaines. La Sénat a publié une liste donc de 5 partis politiques qui ont passé le cap, je dois dire, de la complétude des dossiers pour aller à cette élection-là. Et on peut citer les Forces pour un Bénin émergent, les 2 partis les plus grands qui soutiennent les actions du chef de l'État. Il y a même un troisième aussi, Mouel Bénin. Et je voudrais citer le BR et l'UPR. Le parti LD aussi est associé. Ça fait les 5 partis. Tout à fait. Ça fait les 5 partis. Et on peut considérer que pour une première fois, on constate que les LD sont en règle, du moins pour ce premier passage, et que, bon, certainement que les autres fois, c'est peut-être parce qu'il y avait des petits problèmes. On va considérer que un parti comme le GSR qui s'essayait, on va dire, une toute première fois à l'exercice, n'a pas pu franchir le cap, et que Mouel Bénin, qui reste tenace sur un certain nombre d'objectifs, a quand même réussi cette fois-ci à positionner ses militants sur une liste pour les législatives. Bon, les 5 partis, si on pouvait tabler sur le fait que chacun d'eux a de l'envergure, nous permettrait d'avoir une Assemblée nationale assez diversifiée. Ça aurait été en tout cas intéressant. Ça montre quand même que on a, mettons, une diversité de partis qui devront donc s'affronter, 2 qui sont, ma foi, disons, novices à cette étape, je veux dire, pour parler notamment du parti LD, du parti Mouel Bénin, 2 partis qu'on n'attendait pas forcément à cette étape. Justement, c'est de ça que je vous parlais tantôt. On ne les attendait pas du tout parce que LD avait des problèmes internes qui laissaient penser que, bon, s'ils n'avaient pas pu pour les municipales et les communales, on ne les voyait pas très bien être prêts pour les législatives. Ils ont relevé le défi. C'est un miracle, ça. Bon, enfin, je sais pas. C'est un miracle quand on a vu un peu toute l'actualité qui a secoué un peu la constitution de leur dossier. D'ailleurs, même la justice a condamné 2 des leurs récemment pour une affaire donc de falsification de documents électoraux ou de copies non conformes à la réalité ou à la copie réglementaire. Cela ne présageait pas qu'il passe d'abord ce premier cap. C'est vrai. Mais on ne peut pas dire non plus que les autres fois, il y avait eu une sorte de brimade, parce qu'ils ont quand même porté l'affaire devant une juridiction qui a demandé les preuves qui créditent leur thèse. Je pense que ces preuves n'ont pas pu être fournies, et donc oui, je pense qu'il y a eu de l'impréparation pour les 2 premières candidatures, et que, tirant leçon de ça, les démocrates ont pris le temps qu'il fallait pour faire les choses comme il fallait, et donc c'est sans surprise, à mon sens, que la liste a été retenue. Donc on vient chercher Mouel Bénin quand on sait que, bon, depuis 2019, que, ma foi, le code électoral a d'abord été révisé pour une première fois avant d'être réajusté en 2024, que depuis lors, ils ont toujours eu de la peine vraiment à faire valider les listes à chacune des différentes élections qu'on a pu avoir à organiser au Bénin. C'est pour ça que je vous dis que c'est un parti qui est tenace, parce que sur le terrain, on n'a pas tout à fait l'impression que ce soit une foute de guerre sur le terrain électoral.
Mais pour déposer les dossiers, ils s'arrangent toujours pour figurer parmi les partis qui sont en règle. Ça veut dire qu'ils ont quand même un certain nombre de militants et qu'ils en font la démonstration lorsque on leur demande les dossiers et qu'ils sont à jour. Est-ce que ce n'est pas la validation de leur dossier qui pourra justifier de la disponibilité de militants, comme vous le dites? Ah oui, c'est justement ça, parce que ce n'est qu'une première étape. Il y aura aussi l'étape de l'étude minutieuse des dossiers déposés qui pourrait encore les pénaliser comme la première fois, parce qu'il ne faut pas oublier que pour les communales, ils avaient déposé un dossier et que par la suite, L'ordre d'agencement des documents avait posé un problème qui les avait disqualifiés. Bon, cette fois-ci, ils ont déposé. On espère qu'ils passeront le deuxième cap avec succès. Les candidats sérieux, enfin exemplaires, mettons, qui réussissent à leurs examens, le BR et l'UPR aussi au rendez-vous. Oui, et bon, il n'y a pas beaucoup de surprises là non plus, parce que habituellement, on ne trouve pas à y redire sur leur dossier. Et je pense que cette fois-ci aussi, ils ont pris le temps longtemps à l'avance de se préparer et de subir un arbitrage, parce que nous savons tous que à ce niveau-là, les choses ne se font pas au petit bonheur la chance. Donc il y a eu un arbitrage, il y a eu un véritable travail de tri, et le parti UPR et le parti BR se sont mis, on va dire, en compétition, et les dossiers qui sont retenus sont sûrement ceux des militants qu'ils considèrent comme les plus qualifiés pour aller affronter les suffrages. Donc, c'est un peu comme une routine dans le cas de UPR et de BR. On dira presque la même chose pour les FCBE. Pareil, pour les FCBE, qui réussissent à tous les examens in extremis et qui, ma foi, sur le terrain, auront cette fois-ci un véritable travail. Mais ce sera la première fois pour les législatives. Une première fois. Déjà, les communales, c'était un peu limite parce qu'ils avaient, je crois, 6 maires ou à peine un peu plus. Oui, 6 maires à peu près. 6 maires. Et que n'ayant jamais eu un député depuis qu'ils sont constitués, ils vont avoir un gros challenge cette fois-ci, même si la présidentielle constitue un challenge encore plus important. Mais alors, avant même que mettons les listes soient validées par la Commission électorale nationale autonome, on a déjà que leur composition, en tout cas pour ce qui est de chaque parti politique, a été dévoilée sur la place publique. Il y en a eu des surprises à ce niveau. Hein. Il y a eu beaucoup de surprises. Il y a eu des personnes qu'on s'attendait à voir naturellement positionnées, qui n'ont pas été. Certains ont justifié leur non-positionnement par le fait qu'ils laissaient la place on va analyser tout cela à la jeunesse. en fond, oui. Toujours est-il qu'il y a eu quand même un certain nombre de surprises selon les localités sur lesquelles on voyait positionner des personnes qui avaient une certaine emprise sur l'électorat. Alors, bon, avant déjà de penser à ceux qui sont absents, pensons déjà à ceux qu'on voit et qu'on attendait justement sur ces listes-là et qui quand même, d'une manière ou d'une autre, montraient, je dois dire, la capacité à quand même continuer à être au rendez-vous électoral. Je pensais par exemple au président du parti UPR et au président du parti BR qui sont sur les listes. Joseph Diakbenou et Ablaye Biachane sont quand même, je dois dire, tête de liste sur un certain nombre de circonscriptions électorales. Sauf que, particularité, Joseph Diakbenou a décampé de Cotonou pour se retrouver à Abomey. Oui, pourquoi je vous dis, il y a un véritable travail qui a été fait. En 2023, les choses avaient été faites un peu à l'emporte-pièce parce que les partis n'avaient pas encore de véritables assises et de véritables bases. Et on a fait un peu les choses en tenant compte de la position de certaines personnes dans le parti. Aujourd'hui, avec les résultats qu'on a eus par le passé, on a pu... Oui, mais rien ne prouve que Joseph Diakbenou a une assise politique à Abomey, puisqu'il n'a jamais été confronté à une évaluation politique, justement, dans cet espace politique. On peut avoir des surprises, parce que vous savez qu'un certain Lucas Tropo s'est retrouvé comme ça, du jour au lendemain à Cotonou, en quittant Boycon, et a quand même pu être élu maire. Bon, donc ces surprises-là sont toujours possibles. Joseph Diakbenou est dans son air culturel naturel. Et pour cela, et que nous savons tous que la fibre régionale, ethnique joue toujours dans les élections, jusqu'à preuve de contraire. Donc,
en se retrouvant dans son milieu naturel et natal, il peut l'emporter. Mais on peut se surprendre aussi de ce choix parce que, quand même, par 2 fois déjà, il a réussi à se faire élire à Cotonou. D'abord sous la bannière Union fait la nation, si mes souvenirs sont bons, notamment en 2015, où c'était une razzia sous, je dois dire, la direction politique d'un certain candidat Zanaï. À Cotonou, dans la 16e, ça a vraiment été un raz-de-marée, où il a été élu quand même dans cette circonscription électorale-là. Puis en 2023 aussi, où in extremis, même si c'est in extremis, il a quand même réussi à Bon, sortir son je pense- épingle du jeu. Je pense que tout est là. C'est in extremis qu'il est passé en 2023. Oui. Et donc, il y avait une cause qui avait été analysée et qui a produit les résultats que nous voyons. Donc, il y a non seulement cela, mais c'est qu'il faut positionner d'autres personnes qui sont en attente et surtout des alliés nouveaux qui sont arrivés et qui devaient nécessairement trouver à être casés sur la liste de UPR et de BR. Donc, les nouveaux positionnements peuvent avoir été à l'origine de ce déplacement vers Abomey, surtout que peut-être à Abomey, les têtes de liste d'hier n'étaient plus forcément en position pour être repositionnées. En parlant de Ablaye Tchadé, c'est vrai que habituellement, et depuis, je crois, 2011, si mes souvenirs sont bien précis, toujours tête de liste, toujours dans sa donga là-bas, et ça n'a pas raté aussi cette fois-ci. Oui, pour lui, c'est un peu comme une routine. Et ça aurait été une très grosse surprise pour beaucoup de gens de ne pas voir Abdoulaye Tchane sur la liste, parce qu'en fait, il est comme une locomotive. Et il y a beaucoup de personnes qui croient en lui. Le seul fait d'entendre son nom fait que certaines personnes réagissent. Bon, je pense qu'on a pu Mais ce n'est pas quand même ça qui fait que le BR est, mettons, une machine véritablement à tout écraser dans cette partie donc, du Bénin. Parce qu'on a vu quand même les scores électoraux dernièrement. Ce n'est pas forcément parce que Ablaye Tchane est candidat. Non, ben, peut-être que ça a un effet. OK. Peut-être que ça a un effet et qu'à l'analyse, on se dit qu'il ne faut pas minimiser cet effet-là. Mais cela dit, il y a d'autres personnes qui avaient une cote de popularité bien plus constante, qui n'ont quand même pas été positionnées. Et qui sont d'une jeunesse Oui, évidente. et qui sont très On va en connus, parler tout très- à l'heure très d'ailleurs, orientés, oui. donc qui n'ont pas été positionnés. Donc je pense que quelque part, il y a un arbitrage en fonction des critères que nous ne connaissons pas toujours, puisque en réalité, ce sont les partis politiques qui font leurs analyses de situation et qui déterminent qui peut faire quoi à quel moment. Alors, on en parlait des têtes, notamment de ces 2 partis politiques. On peut voir aussi les autres acteurs qui sont d'envergure dans ces 2 partis politiques aussi. Vous avez commencé à parler du maire actuel de Cotonou, Lucas Tropo, qui quand même est sur une liste. Louis Vlabonou, actuel président de l'Assemblée nationale, qui conduit aussi, mettons, une liste. Du côté du bloc républicain, on a les Barthélémy Kassa et autres, qui n'ont pas, en tout cas, qui sont sur la liste aussi. On n'a pas changé grand-chose, non? Non, comme disait Patrice Talon, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc là où quelqu'un est toujours prépondérant dans son action politique, il n'y a aucune raison de l'enlever si on n'est pas sûr que derrière, il y a quelqu'un d'autre qui peut porter la charge au même niveau. Ce qui s'est passé par contre à Parakou peut laisser penser que d'avoir enlevé les gens qui étaient habituels baobabs de la localité pour laisser la place à des jeunes qui, peut-être pour la première fois, affrontent ce suffrage-là, peut porter à penser que les critères d'analyse sont un peu différents de ce côté-là. Je pense que les derniers événements ont montré qu'il y a eu un problème de cohésion à un moment entre les leaders de Parakou et étant donné la sensibilité du terrain par rapport à on va dire, à l'hégémonie qu'a toujours eu FCBE depuis un moment. FCBE, je veux dire FCBE originel et les démocrates par la suite. Il était important de prendre d'autres mesures pour que les leaders soient derrière et poussent des jeunes qui sont plus populaires sans doute aujourd'hui. Est-ce qu'on n'est pas en train de se faire harakiri là justement quand on sait que c'est quand même des leaders et l'engagement n'est pas forcément le même
que l'on soit sur la liste ou pas, et que l'absence de cette liste, enfin l'absence de cet ténor sur la liste peut avoir des répercussions sur le comportement de l'électeur à Parakou, c'est ce faire Harakiri. On verra lorsque les résultats seront proclamés. Mais c'est une stratégie qui peut payer également. Parce que les leaders, à un moment, ont été on va dire, en conflit entre eux et se sont tirés dans les pattes, se sont neutralisés pratiquement et ont fait en sorte que les résultats ne soient pas à la hauteur des attentes. Aujourd'hui, si les trois sont balayés, ça peut être une raison suffisante pour que les jeunes se disent, cette fois-ci, c'est notre affaire et qu'ils se mobilisent. Mais l'argument de on est des douaniers, on veut faire la place aux jeunes, ça ne tient pas. Quand on sait que, c'est vrai, le trio présente un profil assez varié. On a d'un côté Racine Gbadamassi, dont l'expérience parlementaire est assez énorme, contrairement aux deux autres qui, ma foi, n'ont pas siégé aussi longtemps que le précédent. On a un certain Sama Dambi qui n'y a presque pas mis pied, même s'il a été élu une ou deux fois, parce qu'il est un ministre, justement. Charles Toko, qui, quand même, a été élu pour la première fois, et pour cette première fois, n'a fait que 3 ans. On ne peut pas dire que c'est les plus vieux du métier et qu'ils sont en train de penser à une relève. Non, mais il y a quand même l'usure qui peut, à un moment, finir par lasser les lecteurs. Parce que il y a d'autres jeunes qui frappent à la porte, qui sont très dynamiques, qui ont toujours été même à l'origine du succès de ceux dont vous Ça veut citiez dire les qu'on noms. leur conteste justement leur capacité à maîtriser le terrain, c'est ça? Pas leur capacité à maîtriser le terrain, mais leur longévité. Hein, leur longévité qui commençait à porter préjudice peut-être à des jeunes plus engagés. Et eux autres, étant des leaders, peuvent toujours appuyer ces jeunes-là de leur position et obtenir de bons résultats. Mais les jeunes peuvent aussi se retrouver à un moment un peu démotivés parce que, bon, chaque fois, ce sont les mêmes et nous, on est là, on ne bouge pas. À Parakou, il y a ces jeunes qu'on connaît bien qui sont très dynamiques, qui travaillent véritablement à obtenir les scores que la mouvance présidentielle a toujours eu jusqu'à présent et qui méritaient, à mon sens, d'être effectivement mis en avant. Et le fait d'enlever les devanciers d'hier ne fait pas non plus enfin, ça ne donne pas le sentiment non plus qu'ils ont été désavoués. C'est juste que on ne les maintient plus comme tête de liste, on ne les maintient plus comme les premiers décisionnaires, mais certainement qu'ils vont continuer de peser dans la vie politique régionale même et nationale. Est-ce que ce n'est pas une punition plutôt? Bon, enfin, Une punition politique? ça dépend de qui apprécie. Mais je ne pense pas que ce soit une punition parce qu'ils n'ont rien fait pour mériter une punition. Rachid Balamassi n'a rien fait pour mériter une punition. Oh, peut-être sa longévité, sinon que cette Sama Dambi n'est pas partie non plus du gouvernement en saluant chaleureusement le chef de l'État. Non, mais par la suite, il y a quand même eu, je crois, un petit recours gracieux qui a fait que, bon, Sama Dambi, qu'on le veuille ou non, a quand même retrouvé sa place au sein du BR et même au sein de la mouvance présidentielle. Donc, ça ne peut pas être un facteur pour l'écarter des législatives si c'est lui qui était la personne à positionner pour obtenir les résultats souhaités. Bon, donc, ceux qui ont été positionnés sont certainement à la hauteur des résultats attendus et je pense que le rôle des premiers sera désormais de les soutenir tout en continuant d'être, je crois, des conseillers. Alors on a à côté donc de ces absents volontaires, puisqu'ils ont dit qu'ils veulent faire de la place aux jeunes. On a les absents forcés, ceux qui, mettons, étaient sortis des listes peut-être contre toute attente. Je parlais par exemple d'un certain Lazare Sekoïta, qui quand même a été élu sur la liste Union progressiste le renouveau et qui a siégé à la précédente mandature à l'Assemblée, enfin à l'actuelle, je veux dire, mandature donc du Parlement. Un certain Victor Prudent Opanou aussi, qui est parti à l'Assemblée nationale, qu'on attendait dans la 6e circonscription électorale, qui n'est pas sur la liste. Un certain Malik Gomina aussi dans les environs de Djougou. Qui a été vraiment quand même, je dois dire, la nouvelle pépite politique de ces derniers temps, de ces dernières années, dans l'environnement que je viens d'évoquer. Ces absences étaient vraiment des surprises. Pour nous, oui. Pour nous, oui. Mais ces personnes n'ont pas communiqué. Donc, on ne peut pas dire que ce sont des absences forcées. Peut-être que
de la même façon que les premiers, ils diront qu'ils ont voulu laisser la place pour que le parti ait de meilleures chances de gagner. Et comme nous sommes dans un jeu de redistribution de rôles, que nous sommes à une période où on est en train de redessiner la carte politique du pays, et rien ne dit que ce soit en leur défaveur que de ne pas être sur la liste. On les verra peut-être demain dans une position plus avantageuse. Et donc, je crois qu'il appartient à ceux qui apprécient de regarder chaque profil, de regarder les objectifs et d'utiliser chacun dans la fonction qui convient pour que le parti ne soit pas perdant. Et si le parti est gagnant, c'est que tous les militants sont gagnants. On a quand même, comme vous l'aviez souligné, ils n'ont pas parlé. Du coup, on peut s'interroger. Et je crois que cette liberté de s'interroger amène à se demander s'ils ont vraiment choisi personnellement d'être absents des listes ou s'ils ont choisi, en tout cas, de se retirer. Oui, mais ils n'ont pas fait de déclaration. Donc, on ne peut pas spéculer à leur place. On dira simplement que on se donne le temps de voir si l'avenir nous conforte dans la thèse du départ forcé ou du départ stratégique. Le positionnement des femmes, avec ce travail excellent d'analyse et de prospection du journal Fraternité, en dehors, je dois dire, des places, les 28, réservées notamment aux femmes, elles n'ont pas eu grande place, en tout cas dans les positionnements. On a à peu près 5 qui sont sur la liste officiellement et qui sont titulaires, et 4 seulement qui sont, ma foi, mettons, tête de liste. C'est assez curieux, hein? Oui, c'est assez curieux et nous ne faisons en réalité rien pour montrer à la face du monde que nous avons véritablement décidé de faire la promotion des femmes. Mais si elles ont déjà leur poste qu'on leur a accordé, quand on a fini de leur concéder une place, il faut qu'elles viennent encore partager l'assiette avec les hommes. Donc à ce moment-là, on se dit il y aura une inégalité flagrante. C'est vrai que la discrimination positive avait permis de leur concéder quelque chose et je pense que les partis politiques considèrent que ce qui leur a été concédé est déjà largement suffisant. Maintenant, s'il faut qu'une femme soit positionnée en dehors de ces positionnements décidés, il faut qu'elle ait quelque chose véritablement à prouver. Et c'est là où, malheureusement, on n'a pas beaucoup de femmes qui, sur le terrain, se montrent véritablement indispensables, enfin, je veux dire, assez puissantes pour obliger les hommes, quoi qu'ils pensent, à les positionner. Donc, ce ne sont pas des foutes de guerre, elles sont un peu dans le profit, hein, des resquilleuses, pour dire les choses comme elles sont, et se contentent de ce que la loi leur donne. Il faut souhaiter que nos femmes soient de plus en plus entreprenantes et plus engagées sur le terrain, pour montrer leur force, parce qu'elles en sont capables. Je le dis toujours, vous savez que sous la Révolution, il y avait de ces femmes qui ont laissé des traces. Karim Rafiatou, son âme, il y avait Oriana Daguia, Madame Elisabeth Ballet. Il y avait de ces femmes-là qui véritablement étaient des figures incontournables. Oui, mais il y en a aussi sur la place publique aujourd'hui. C'est pas ce qui manque. Hein. D'ailleurs, même, je dois dire, quand on voit un peu celles qui ont été positionnées, une certaine Sophia Tchanou, par exemple, ce n'est pas, je dois dire, l'inexpérience politique totale, parce que ça fait longtemps quand même qu'elle porte la liste BR et même avant la liste BR, la liste FCBE, etc., dans son espace politique. Oui, justement. C'est pourquoi ces personnes-là sont incontournables dans le positionnement. Il y en a qui sont véritablement incontournables dans le positionnement, mais il y en a beaucoup qui sont juste dans le profit, étant donné que la loi dit qu'il faut les positionner, et qui se retrouvent députés sans véritablement mériter d'être députés. Nous avons vu que la mandature finissante a permis à l'Assemblée nationale d'avoir un certain nombre de femmes, mais est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que la présence de ces femmes a véritablement changé quelque chose dans On va dresser le bilan tout à l'heure. Avant, je voudrais qu'on observe cette petite précision aussi, que dans la 6e circonscription électorale, une femme qui a été absente est revenue, mais alors pas tête de liste, mais plutôt sur, je dois dire, le siège réservé à la femme. Je veux parler de Claudine Afiavi-Prudencio, qui, la veille,
avait déjà signé, je dois dire, un accord de fusion entre son parti politique et l'UPR. Une résurrection politique. Non, pas une résurrection politique. Je pense que la fusion a été faite précisément dans le but d'être positionnée. Parce qu'elle avait le choix entre essayer de faire comme Well Bénin, en allant toute seule, en sachant très bien que ça ne produira pas les résultats escomptés. Ah non, on ne sait pas, puisque chacun y Oui, va. puisque c'est un parti qui n'avait jamais par lui-même obtenu des députés à l'Assemblée nationale. Donc, il n'y a pas de raison pour que si hier on n'avait pas pu avoir des députés RN, qu'on en ait aujourd'hui. Donc, elle a fait, me semble-t-il, une bonne analyse de situation et a trouvé la parade qui consiste à s'allier à un parti qui a un ancrage plus important, quitte à ce que, en retour, elle soit positionnée, même si elle n'a pas été positionnée de façon classique sur... c'est ce à quoi on s'attendait, aurait pu parce que s'attendre à ça, là, parce ce que positionnement c'est quand semble même un chef de parti. Voilà, chef de parti C'est politique. quand même un qui chef de vient- parti Tout à politique fait. qui a un électorat qui lui est fidèle un peu dans cette circonscription Depuis électorale. une vingtaine d'années Depuis une vingtaine pratiquement. d'années, bon, on aurait pu décider de la mettre carrément tête de liste quelque part. Mais bon, je pense qu'il y avait aussi le souci de positionner un certain nombre de personnes qui n'étaient pas nécessairement positionnées hier et ça a pu jouer. Parce qu'il y a eu des nouvelles entrées, il y a eu des personnes qu'on a casées aussi pour les remercier d'avoir bien voulu migrer vers la mouvance présidentielle. Bon, donc tout ça, mis l'un dans l'autre, fait que Mme Prudential n'a pas pu être mise tête de liste. Je pense que sa position lui garantit une élection assurée, parce que de toute façon, dans cette On circonscription, n'est jamais sûr, hein, parce que dans cette circonscription il y a électorale-là, quand même dans cette circonscription électorale-là, l'UPR est souvent venu en tête. oui, Oui. et peut espérer faire élire Mme Prudential sans Je aucun crois problème. que d'ailleurs l'UPR tient l'essentiel des mairies qui sont dans cet espace politico-administratif, mais aussi détient, je crois, sur les 5 ou 6 députés qui sont élus, plus de 3 quarts ou de 4 cinquièmes, Oui. il n'y a qu'un seul élément BR qui BR est élu, qui est venu in Nathanaël extremis Sopo-Iko, d'ailleurs. in C'est pour extremis ça d'ailleurs. il faut croire que Mme Prudencio a de très bonnes chances d'être élue. Et je pense que c'est peut-être en sachant cela qu'elle a été positionnée. Et qu'elle a accepté. Oui, qu'elle a accepté. Parce que dans ce positionnement, elle a plus d'avantages qu'ailleurs. Parce qu'il suffit qu'on ait un certain score et puis elle passe tranquillement. Tranquillement. Est-ce qu'elle n'aura pas, mettons, vendangé toutes ces expériences politiques depuis 2019 pour juste aller être candidate sur la liste des femmes à la Oui, fin? c'est une question de rapport de force en politique désormais. Et les partis politiques, plus ils sont forts, plus ils écrasent les autres. Et donc, nous allons vers, on va dire, une redistribution des cartes, on va vers une clarification politique et les petits partis n'auront pas d'autre choix que de disparaître face au rouleau compresseur des grands partis. Parce que les grands partis sont condamnés à ratisser de plus en plus large pour continuer d'exister. Et nous savons qu'après 2026, rien ne dit, rien ne présage de ce que sera l'avenir de l'UPR et du BR, même si aujourd'hui ils sont en alliance, en accord de gouvernance pour affronter l'élection présidentielle. Après 2026, il peut se passer bien des choses. Et ça les oblige, en fait, à continuer de travailler, à nettoyer le terrain de tous les autres partis pour engranger le maximum de militants. Et puisque nous parlons de femmes, et j'avais promis qu'on y revienne, après l'affaire donc de discrimination positive, vous avez l'impression que les femmes ont apporté quelque chose au Parlement? Non, justement, j'en parlais tantôt, je suis un peu sur ma faim par rapport à la prestation des femmes parce qu'on n'a pas connu de grandes de femmes qui portent des idées, qui les défendent, qui s'imposent dans le débat, qui est d'ailleurs porté des propositions de loi qui est permis d'avancer, ne serait-ce que en ce qui concerne les conditions de vie et de travail des femmes.
Tout est déjà fait peut-être, presque. Rien n'est jamais fait tant qu'il reste à faire dans ce domaine-là, parce que ce sont des femmes qui vivent au quotidien dans la société et qui savent qu'il y a un certain nombre de choses qui doivent être suivies, et leur participation au débat politique devrait consister, lorsqu'on vote chaque loi, à imprimer au moins la marque féminine qui montre qu'il y a des femmes au sein de l'Assemblée nationale. On n'a pas eu cette satisfaction-là, et je pense qu'il y a lieu de travailler à trouver le moyen pour nos femmes d'être Est-ce plus que c'est pas présentes. dans la qualité de celles qui ont été positionnées, ou peut-être aussi qu'elles ont été bridées dans leur élan par les exigences du nouveau contexte partisan, où il faut aller voir le chef de parti politique, même quand on a envie de dire bonjour aux voisins dans la rue? Ah, ça, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se passe. Enfin, Mais c'est une caricature. oui, Parce que pour peu qu'on veut avoir moi, quelqu'un pour opiner sur l'opinion, enfin, pour opiner par rapport à un sujet politique ou à un sujet d'intérêt national, ils ont toujours argué qu'il faut demander, je dois dire, la permission oui, à il leur y en a parti. quand même, Et la permission n'est jamais il venue. y en a quand même une ou deux qui opinent, même dans ces conditions-là. Donc ça veut dire que les autres aussi pouvaient le faire, étant donné que il y a des débats à l'Assemblée nationale, qu'elle participe au débat à l'Assemblée nationale, et qu'après ce débat, elle devrait être porteuse des informations liées à tout ce qui a été voté à l'Assemblée nationale vers les électeurs. Donc, les voir dans des débats ou sur des plateaux de télévision devait être une chose absolument naturelle. Mais on ne les voit pas. Et même quand on les sollicite, il y a toujours des raisons pour qu'elles ne viennent pas. Donc, ça suppose que, d'une part, elles sont amoindries, elles n'ont pas toutes les qualités qu'il faut pour véritablement s'épanouir dans le débat politique, ou bien alors, elles sont totalement écrasées du poids des hommes qui ne leur laissent pas la possibilité peut-être de s'exprimer. Donc peut-être qu'au sein du parti, il faut toujours demander une permission, et que toutes les fois qu'une femme demande permission, on a peur de la laisser partir parce qu'on craint qu'elle ne soit pas à la hauteur de ce qu'elle va dire. Si c'est le cas, ça pose un problème quand même. Donc je pense que nous devions avoir plus de femmes qui débattent et qui s'expriment. Ça n'aurait pas d'intérêt du tout de faciliter leur élection, si à la fin c'est pour n'avoir que des figurantes à l'Assemblée nationale. Allez, on va parler des autres partis politiques, hein, on ne va pas faire de jaloux. On va commencer déjà par le parti FCBE qui, sur sa liste, a réveillé, je dois dire, d'anciens maires, d'anciens députés, d'anciens ministres, notamment hein, de la gouvernance Yaye, des gens qu'on avait oubliés et dont on avait cru à la retraite politique. Oui, mais c'est leur famille politique. Et même s'ils étaient en retraite, je pense qu'on est allé les chercher dans leur retraite. Et c'est ce qu'on fait en politique. Lorsqu'on a un combat véritable à faire, et que ceux qui sont aux affaires au moment où le combat doit avoir lieu ne remplissent pas toutes les conditions pour affronter l'adversité, on s'en va chercher les réservistes. Et il y a des généraux en réserve qui sont allés chercher. Et en parlant de ça, je suis un peu surpris que dans le cas de LD, on n'ait pas du tout fait la même chose. Au contraire, je pense qu'il y a des personnes qui avaient la carrure qu'il faut pour porter le combat sur la place publique, pour être tête de liste, et qu'on n'a malheureusement pas retrouvé positionné. On va en parler tout à l'heure. Oui. Donc, oui. pour revenir Qu'est-ce que ces anciens pourraient apporter à ce combat qui s'annonce, quand on sait qu'ils ont pris de la distance justement avec la chose politique, première chose. Deuxième chose, qu'ils ont quand même un certain âge qui ne leur permet plus de mettre autant d'énergie dans une bagarre politique telle qu'on la connaît. Ça donne l'impression de n'avoir fait qu'avec ce qu'on a sous la main. Oui, c'est aussi la preuve que le capital qu'on a engrangé pendant une vie politique ne s'effrite pas, ne disparaît pas. Il y a toujours un fond de puissance qui reste lorsque vous avez été élu 4, 5, 6 fois et que vous avez porté les aspirations de la population à l'Assemblée nationale pendant un temps. Lorsque vous avez été ministre et que vous avez été aux affaires et que vous avez géré les affaires de l'État, vous ne redevenez plus jamais un citoyen tout à fait ordinaire. Donc, ce sont des généraux réservistes, comme je le disais tantôt, et comme FCBE, c'est leur famille politique, FCBE a eu l'intelligence d'aller les chercher parce que nous sommes attachés à nos anciens. Nous sommes un peuple attaché à ces anciens.
La preuve, c'est que après la conférence nationale, quand nous avons renvoyé Mathieu Kérékou à ses pénates, c'est nous-mêmes qui sommes allés chercher le vieux tyran que nous avions chassé pour revenir sur la place publique parce qu'il était la seule personne qui pouvait faire partir le président que nous ne voulions plus réélire. Donc, les anciens, on a beau penser qu'ils sont finis, ils ne sont jamais finis, en fait, dans le domaine de la politique. Idriss Bako, certains Soumanou Dimba, en tout cas, ils sont bien nombreux. Ceux qui s'étaient fait oublier par la vie politique, ils sont donc désormais appelés à la rescousse pour porter le fanion Kori pour les consultations. Ça ne veut pas dire non plus que leur seule présence va complètement changer le visage C'est pourquoi je parlais de qu'on en fait avec ce qu'on en fait faire, ce qu'on a sous la main. Sous la main, qui n'avait pas forcément porté des fruits. Parce que ceux dont vous parlez n'étaient pas complètement absents non plus lors des dernières jours électorales. Oui. Et ça n'a pas eu des résultats spectaculaires. Bon, mais entre eux et ceux qui n'ont absolument rien à faire valoir, autant les prendre eux. Et on sait que le parti FCBE a quand même été aux législatives de 2023. L'expérience n'a pas été concluante. Cette fois-ci, c'est la bonne? Je ne saurais le dire, puisque vous verrez bien que dans le positionnement, il n'y a pas de personnes nouvelles, il n'y a pas de têtes nouvelles. Il n'y avait que les personnes qui étaient déjà allées au charbon et qui n'avaient pas pu ramener la victoire. Bon, donc je considère que FCBE fait avec les militants disponibles et ne doit pas espérer, à mon sens, des scores, enfin, je veux dire, fantastiques, sauf à surfer sur le mécontentement populaire qui peut donner le réflexe à certains Béninois de dire tout le monde, sauf la mouvance présidentielle, donc je m'en vais donner ma voix à qui je veux. Et ça va être très surprenant. Ça peut permettre à FCBE d'engranger quelques voix. Il y a toujours des personnes comme ça dans la République. Les démocrates, eux aussi, ils ont déposé une liste. C'est vrai qu'on a quelques noms traditionnels qui sont revenus, notamment, mais il y a quand même des absences qui ont été assez surprenantes. Nourenou Achadé, notamment, qui n'est pas sur la liste, le deuxième vice-président du parti. Lui, carrément, a choisi de ne pas être sur la liste. Il y a un certain Éric Rondeté, le premier vice-président, qui, plutôt que d'être tête de liste, a choisi d'être suppléant et de laisser la place à son vieil ami, camarade politique de tous les coups et de toutes les époques, Jude Lodjou, conduire de la liste. On a l'impression aussi que là aussi, ça exige un peu de jonglage. Pas qu'un peu. Il y a eu beaucoup de jonglage parce que par le passé, le président Éric Rondeté se positionnait. Ensuite, Jude Lodjou aussi venait après. Bon, maintenant qu'il se positionne comme suppléant, on peut donner le sentiment qu'il refuse d'être au devant de la scène. Ça peut être la conséquence de tout ce que le parti a vécu jusqu'à présent. Ou peut-être aussi une décision logique de la dernière consultation. Il s'en est tiré in extremis aussi en 2023. Peut-être parce que lui aussi commençait à être atteint par l'usure sur le terrain. C'est peut-être pour ça que, ne voulant pas aller au-delà de déconvenus regrettables, il a peut-être choisi de dire, bon, je me retire. De toute façon, il avait acquis de l'envergure et on le voyait plus dans le combat pour la présidentielle que dans le combat pour les législatives. Mais lorsque nous n'avons pas pu avoir un candidat pour la présidentielle, ça change complètement les données parce qu'il y a maintenant lieu de récupérer tout ce qui peut être récupéré. Et à ce moment-là, les généraux ne se mettent pas en réserve. On les met tous en avant de façon à ce que l'électorat soit sensible au discours qu'on avance. Bon, maintenant, si les généraux même se mettent en réserve et disent nous laissons la place aux jeunes parce que, bon, dans le cas de M. Rondeté, il a dit depuis un an, moi-même j'ai promis que je laisserai la place, mais ce qu'il a promis il y a un an est déjà aujourd'hui remis en cause par le fait que le parti ne va plus à l'élection présidentielle. Donc, il y a une cassure quelque part et pour récupérer ce qui doit être récupéré, je crois que tous ceux qui avaient la possibilité d'incarner une certaine puissance sur le terrain devaient être absolument positionnés. C'est pour ça que je suis un peu surpris que ces personnalités ne se retrouvent pas sur la liste. Peut-être que leur présence aussi faisait ombrage à d'autres jeunes qui quand même investissaient aussi dans leur élection. Peut-être bien, on verra lorsque les résultats seront proclamés s'ils ont bien vu ou si ça a été une erreur de plus. Peut-être aussi que le parti se dit que
n'ayant pas véritablement toutes les chances d'avoir à remplir toutes les conditions pour que les députés LD soient à l'Assemblée nationale, il ne faut pas aller se ridiculiser quand on a déjà un background et qu'on est connu comme une personnalité d'une certaine envergure. Donc, on laisse les plus jeunes aller au charbon, quitte à ce que, bon, même si les députés LD ne sont pas validés pour aller à l'Assemblée nationale, que ceux-là aient déjà une certaine expérience sur le terrain et puissent prendre la relève. Le dernier parti politique dont on va parler, c'est Moël Bénin, un parti qui, sur sa liste, quand même d'abord a regroupé, je dois dire, artistes, musiciens, comédiens, personnalités religieuses et d'autres jeunes totalement inconnus. On doit dire que quand on observe un peu toutes les listes, c'est le parti qui a positionné plus de jeunes pas très connus sur la scène politique nationale. Une bonne option? On le verra plus tard. Ce qui est sûr, c'est que le parti a fait l'option d'aller jusqu'au bout de sa logique. Et jusqu'au bout de sa logique, c'est de ne pas faire jeu d'alliance ou d'accord de gouvernance. Ils en ont fait, hein, je crois, avec le BR et l'UPR, ils ont signé le protocole d'accord parlementaire avec notamment ces partis politiques. Oui, avec ces partis politiques. C'est de ne pas se fondre, j'allais dire, dans les grands ensembles et de rester autonome jusqu'à la fin, quitte à ce que, bon... Ils disparaissent, puisque normalement, ça doit être leur dernière chance. Leur dernière chance. Donc, leur dernière chance, c'est leur va-tout, en fait, qu'ils sont en train de jouer. Et ils ont bien raison d'y croire. On verra bien s'ils ont eu raison. Mais je pense que les résultats qu'ils n'ont pas pu avoir hier ne peuvent pas être rêvés aujourd'hui pour la simple raison qu'il n'y a pas eu d'adhésion plus massive, il n'y a pas eu de personnalités nouvelles que nous connaissions. Le parti s'est aussi déchiré parfois autour de gens qui s'en vont. Oui, il y a un certain nombre de personnes aussi qui ont été même mises à la porte. Bon, on verra si le parti a fait l'option d'aller jusqu'au bout, s'ils ont eu raison. Sinon, nous constaterons certainement à la fin des élections qu'ils auront fait le choix de se fondre finalement dans un grand ensemble pour ne pas disparaître tout simplement. On va attendre le 11 janvier. Et avant ça, la bénédiction de la Commission électorale nationale autonome au regard des tests pour voir quelles sont les listes qui pourront être donc autorisées à aller à la compétition le 11 janvier prochain. On va passer à notre deuxième sujet de discussion. Aujourd'hui, la tournée pour justifier la révision de la Constitution. Pourquoi c'est maintenant qu'ils vont en parler aux populations dès lors qu'ils ont fini de faire leur coup? Je pense que c'est dans la logique d'une reddition des comptes. Parce que la reddition des comptes en politique est une chose assez importante. Et je considère que le choix de prévenir avant d'agir peut dépendre du gouvernant, enfin des gouvernants. Prévenir avant d'agir. Parce que ceux qui ont agi, ils avaient un mandat pour agir. Et je pense qu'il n'y a aucune loi qui les obligeait à venir d'abord prévenir, voilà ce que nous voulons faire, et organiser de grands débats. C'est un choix. Ils auraient pu le faire, mais ne pas le faire n'est pas une faute. Mais maintenant, ce qui serait une faute, c'est qu'une fois la loi votée, qu'on n'aille pas vers les électeurs pour leur dire, en votre nom, voilà ce que nous avons fait. Et à ce moment-là, ce n'est pas pour recueillir leur avis de façon à ce qu'on puisse revenir sur ce qui a été fait. Non, c'est pour aller expliquer ce qui a été fait et pourquoi ça a été fait. Et de faire accepter par les citoyens l'idée que nous avançons plutôt que de laisser ceux qui disent le contraire gagner le combat on va dire, de la désinformation. On avait quand même des arguments qui ont été avancés. D'ailleurs, le premier reproche, en tout cas quand j'ai suivi la tournée qui a été faite, notamment dans la 6e circonscription électorale, le premier, c'est pourquoi on n'a pas fait l'option de la voie référendaire que la voie parlementaire. L'argument avancé, c'est qu'on voulait faire de l'économie à l'État. Il y a plusieurs raisons qui peuvent justifier ça. Et je pense que parfois, certains justifient maladroitement le fait qu'on ne soit pas allé au référendum. Le référendum est un choix stratégique qui est laissé à la discrétion de celui qui organise le référendum. Et organiser un référendum demande un certain nombre de techniques qui font qu'il
il est très rare d'organiser des référendums et de les perdre. Donc, ce n'est pas parce qu'on organise un référendum qu'une décision est meilleure que lorsqu'on n'a pas organisé de référendum. Quand on veut gagner un référendum, il y a des moyens pour gagner. Et quand on veut faire perdre aussi, il y a des moyens. Bon, donc, quand on veut le oui, on sait comment. Et quand on veut le non, on sait comment. Parce que, vous savez, la grande masse des citoyens n'est pas concernée par l'essentiel des débats que nous faisons aujourd'hui. Ça veut dire que ce qui a été fait en 1990 était purement formalitaire. Absolument. Ah oui? Ah oui. Le oui? Ne laissez pas les gens vous faire croire le contraire. Ah oui? Non. Vous Que savez, la population n'avait pas approuvé outre mesure et que c'était un oui qui avait été décidé par les acteurs politiques en eux-mêmes. qui sont ceux qui avaient pris la décision que nous rentrions dans l'ère de la démocratie? Ce sont les citoyens? Oui, ils étaient fatigués. Non. Je pose une question. Oui. Quand on est allé à la conférence nationale, est-ce que ce sont les citoyens béninois par référendum qui ont décidé qu'on laissait la révolution pour passer à la Ce démocratie? sont, je dois dire, les délégués commis justement à ce rendez-vous de discussion. Voilà. Et nous savons que les délégués avaient été choisis. venaient- Beaucoup ont été choisis par pur hasard. Ah bon? On On a identifié les organisations socio-professionnelles, Voilà. les catégories Catégories socio-professionnelles. professionnelles. Et donc, on s'est assuré que toutes les... Et ce sont des personnes qui n'ont ont reçu été- mandat Oui. d'aucun citoyen. Ah oui? Le peuple ne les a pas mandatés. Comment ça? Or, ici, nous avons des citoyens qui ont voté une loi parce que les députés, les citoyens les ont mandatés. Ce sont des députés élus. À la conférence nationale, personne n'était élu. Un député élu et un président de l'association des vulgarisateurs. Qui est plus proche de la réalité du vulgarisateur? Moi, ce que Parce que c'est le président du vulgarisateur qui était allé à la conférence nationale. j'essaie de vous dire, Oui. c'est que ceux qui sont à l'Assemblée nationale n'ont pas été élus par leur corps de métier. Ils ont été élus par l'ensemble des citoyens. Oui. N'est-ce pas? Oui. À la conférence nationale, personne n'était élu pour décider à notre place. Oui, qu'on laissait la révolution pour passer à la démocratie. Et on se demandait quelle est la légitimité entre celui qui vient d'une catégorie Il s'est professionnelle. même posé Oui. le problème de la, on va dire, de la légitimité des décisions que prenait la conférence nationale. souveraineté. Et il a fallu à un moment que certaines personnes disent, bon, nous vous concédons le fait que vous êtes légitime. On aurait pu refuser. Vous voyez? Donc, il arrive toujours un moment où il y a un certain nombre de personnes qui décident à la place des citoyens parce qu'on pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Personne ne conteste en fait ce qui a été décidé à la conférence nationale. Tout le monde a trouvé ça judicieux. N'est-ce pas? Mais dans le fond, la légitimité de ceux qui sont allés décider est discutable. Oui, moi Donc, je veux bien voir. C'est pour ça que je vous dis, Oui. si on avait fait un référendum en 1990 Oui. pour dire est-ce que nous faisons le choix de laisser tomber complètement la révolution, ce qui suppose que Mathieu Kérékou va à la retraite, ou bien nous venons à l'ère de la démocratie et nous choisissons de suivre un nouveau régime. La population aurait pu être sensibilisée et décider que la révolution était maintenue. C'était possible. Ah bon? C'est pourquoi je vous dis, Même dans un contexte, les citoyens... Même dans un contexte socio-politique assez tendu où Mathieu Kérékou a failli recevoir une pierre sur sa tête en face de l'église Saint-Michel, on nous l'a raconté, etc. Dans ce contexte, il pouvait encore avoir la possibilité que les citoyens votent pour justement que ce régime continue. Vous oubliez que le même Mathieu Kérékou a été ramené en Mais c'est France. 5 ans plus tard, justement dans un contexte où ceux qui sont autour du nouveau venu n'ont peut-être pas eu leur bonne place ou la place qu'ils auraient pu bien avoir, et qu'ils sont allés chercher encore quelqu'un qui leur permettrait de retrouver leur place. Merci de souligner que le référendum a un résultat contextuel. Ce n'est pas parce que les populations disent oui aujourd'hui que c'est une très bonne décision. Les populations disent oui en fonction de la situation et du contexte politique. C'est la vie. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ce n'est pas parce qu'on a organisé forcément un référendum que, bon, on a pris de très bonnes options. Non. Vous voyez, la démocratie, nous l'avons décidé, nous avons tout mis sur le papier. Mais aujourd'hui, qui est véritablement sensibilisé à suivre à la lettre ce que nous avons mis dans les textes? Qui? Les premiers qui violent ces textes-là sont ceux qui, même, étaient à la conférence nationale et ont travaillé à avoir un régime de démocratie. Ah bon? Ce sont les premiers.
Parce que le citoyen lambda n'est même pas concerné en réalité par les décisions politiques, par les échauffourées politiques, par les incompréhensions des hommes politiques, par les changements de constitution. Les citoyens ne sont pas concernés par ça. Mais pourquoi on les consulte alors pour les élections, mettons, locales, législatives, etc. Si dès lors qu'ils se foutent pas mal des chamailleries politiques, comme dirait l'autre, pourquoi on va les consulter? Organisons peut-être une petite école ou une petite université où tous ceux qui ont envie de faire la politique se retrouvent là-bas, se bagarrent, prennent leurs décisions et puis bon, la vie continue et ils ont leur état à part. Organisons une université pour que tous les citoyens aillent à l'école de la démocratie. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Organisons une université à ciel ouvert pour que tous les citoyens béninois aillent à l'école de la démocratie. Vous vous rappelez l'anecdote de l'homme politique qui est allé faire campagne en 2010 ou je ne sais pas à quelle année dans le Nord et qui a dit, bon, nous voulons choisir un nouveau président de la République, nous sommes venus vers vous pour demander vos suffrages. Et dans le camp Peul, il y en a un qui a dit, mais Mathieu Kérékou, il est mort? On dit, non, il n'est pas mort. Il n'est pas mort, pourquoi vous voulez le remplacer? C'est à celui-là que vous voulez dire qu'il y a des lois qui disent, voilà comment il faut organiser l'État. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Donc, il a l'excuse de l'ignorance. Nul n'est censé ignorer la loi, c'est vrai, mais il faut constater qu'il y a un déficit de connaissances sur le plan de la démocratie et que toutes les élections que nous faisons aujourd'hui ne sont pas basées sur les éléments objectifs qui font qu'une élection est crédible. C'est la fibre patriotique, c'est la fibre familiale, c'est le frère de mon ami, c'est l'enfant de ma sœur, c'est l'enfant du terroir. C'est ça pour l'instant. Et ça continue jusqu'au moment où le citoyen sait que ce n'est pas pour ça qu'il faut forcément voter, mais parce que celui qu'on élit, il vient pour travailler pendant un certain nombre d'années à faire grandir la communauté et qu'il y a des critères objectifs pour le choisir. C'est ça que vous voulez dire aux citoyens aujourd'hui? Ils ne comprennent pas ça. Ouais. La preuve, c'est qu'il y a un porte-à-porte très important et très précieux que les hommes politiques font à la veille de chaque élection et qui constitue à distribuer de l'argent dans les maisons et qui est le facteur déterminant. Une bonne raison pour justement ne pas leur permettre d'aller toucher la Constitution quand on sait que c'est dans ces conditions qu'ils ont été élus. Oui, je suis d'accord avec vous qu'il y a beaucoup de choses à revoir dans notre façon de fonctionner et de considérer que nous sommes en démocratie. Il y a beaucoup de choses à revoir aussi bien dans les textes que par rapport aux personnes qui sont aux commandes et qui constituent la classe politique, et aussi par rapport au fait que le citoyen doit être formé et évoluer, avoir une mentalité évolutive qui lui permet d'apprécier plus par des critères objectifs que par des critères subjectifs. On a quand même que les populations ont suivi. Évidemment, on n'a pas eu le temps de les interroger. Quand on voit un peu le compte rendu, les comptes rendus qui se font ça et là, on a bien plus sur l'expression. Vous avez dit que c'est une réédition de comptes, de présentation donc de bilan d'activité que d'interrogation sur, je dois dire, l'état d'âme de ceux au nom de qui on est allé faire ces changements. Autant d'arguments aussi au sujet de la du Sénat qui a été créé, etc., de la prolongation ou de l'augmentation de la durée du mandat au niveau donc du président, des maires et des députés. En tout cas, on verra bien ce que ça pourrait donner. Le temps, il faut déjà quand même souligner que ce n'est pas la première fois qu'après avoir voté une loi, les députés se déploient sur le terrain pour aller expliquer aux citoyens pourquoi telle loi a été votée. Ce n'est pas la première fois. Donc, je pense que c'est dans un exercice logique de la législation et que l'Assemblée nationale avait le devoir de faire savoir aux citoyens quand une loi de cette importance a été élue, les tenants et aboutissants de son vote, oui. A été voté du moins, les tenants et aboutissants de son vote. C'était une faute, ça aurait été une faute à mon sens que de ne pas faire quelle est la hauteur, le niveau de la hauteur d'instruction, le niveau de compréhension des populations pour justement cerner, comme vous l'aviez dit, apprécier à sa juste valeur les modifications qu'on a pu apporter à la loi fondamentale. Peut-être que le seul fait de les informer peut leur donner le sentiment qu'ils sont des citoyens pris au sérieux. Parce que, comme je vous l'ai dit, la tournée ne consiste pas à aller recueillir leurs amendements pour changer quoi que ce soit. La tournée consiste à aller leur dire, voilà ce que nous avons fait en votre nom.
C'est une explication, c'est des informations qu'on leur donne en fait. Et avec ça, les citoyens considèrent que nous avons désormais un pays dans lequel le mandat n'est plus de 5 ans. Il était important qu'ils le sachent. Désormais, nous sommes dans un pays où une institution a été créée qui regroupe les anciens et qui peut jouer un certain rôle de pacification du climat lorsque ça commence à chauffer. Bon, je pense qu'on ne voit pas toujours les points positifs de ce qui est créé, de ce qui est fait. Et je pense que la tournée devrait en principe permettre... Et vous avez eu l'impression vraiment que les explicateurs y sont arrivés? Quand vous les écoutez, ils ne viennent que de commencer. commencer. Et comme je vous l'ai dit, il y en a certains qui vont avec une certaine maladresse parce que, à mon sens, on n'a pas pris le temps de préparer des éléments de langage et de les partager de façon à ce que sur le terrain, chacun n'y aille pas du moins de son propre latin. Parce que la gaffe est vite arrivée quand vous expliquez maladroitement un concept qu'on a voulu comment dire, unificateur pour la République. Donc, oui, ceux qui vont doivent, à mon sens, être coachés de façon à ne pas aller dire individuellement des choses qui permettent de remettre en cause la sincérité et le sérieux de ce qui a été fait. Bon, encore que ce n'est pas pour aller recueillir l'avis des citoyens sur la question que la reddition des comptes est organisée. Comme je l'ai dit, c'est juste pour aller les informer de ce qui a été fait en leur nom. Quitte à ce que les citoyens qui acquièrent de la maturité puissent décider aussi, à partir des prochaines élections, de ne plus envoyer des gens qui ne viennent pas les voir avant d'aller voter des lois qui leur déplaisent. Vous voyez? Donc, est-ce que cette maturité existe? Vous me direz oui, mais moi, je n'en suis pas convaincu. Parce que la meilleure manière de sanctionner des gens qui n'agissent pas en fonction du cahier de charges qui leur a été confié, c'est de les licencier. Oui, mais quelle est l'alternative? Et vous verrez bien que ce ne sont pas les citoyens qui positionnent les députés. Oui, mais quelle est l'alternative qu'on leur offre justement? Dès lors que, bon, on n'a pas de parti politique mettant l'opposition, comme ils disent, du peuple pour être à ces compétitions-là, les populations n'ont pas d'alternative puisqu'elles assimilent les deux partis politiques de la mouvance comme étant les mêmes et les mêmes. Oui, mais comme je vous dis, ce ne sont pas les populations non plus qui positionnent les personnes qui doivent être élues pour la prochaine législature, par exemple. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que les populations ont comme pouvoir réel pour choisir la personne qu'elles considèrent comme... Le boycott aussi est une expression. Hein. Le boycott est une expression qui n'est pas encore très largement partagée dans la conscience nationale. Les citoyens ne font pas usage du droit de boycott parce que, comme je l'indiquais récemment, sur une liste, il n'y a pas que les personnes qui leur déplaisent. Il y a aussi des personnes pour lesquelles les gens veulent bien voter. Et donc, en votant pour cette personne massivement, vous votez pour les autres. C'est pour ça d'ailleurs que pour choisir la tête de liste, on ne choisit pas n'importe qui. On choisit celui qui a la plus large audience. Et justement, c'est en voulant voter pour cette même personne, pour cette seule personne, que la plupart du temps, on élit 2 ou 3 personnes à sa suite. Vous voyez? Donc, ce n'est pas simple du tout de continuer de faire des scrutins de liste et de continuer de penser que les citoyens, en toute conscience, envoient à l'Assemblée nationale des personnes dont ils garantissent l'intégrité et la moralité. J'avais promis qu'on aborde un troisième sujet, mais le temps il est complètement parti. On a épuisé les 52 minutes. Je vais rappeler que en Guinée-Bissau, justement, l'ordre constitutionnel est un peu perturbé. 3 jours après la présidentielle organisée dans ce pays où le président sortant et son principal challenger réclament chacun à avoir remporté la consultation électorale. Le président qui affirme sur l'un des médias occidentaux avoir été en tout cas arrêté par l'armée. L'armée aussi qui d'ailleurs a fait éruption à la télévision nationale pour imposer de nouvelles règles. Même le principal opposant a été aussi, arrêté. Adissé Karosoke, c'est un embrouillamini total. Oui, mais un embrouillamini prévisible, parce que les mêmes causes, partout, produisent les mêmes effets. Et nous avons pour habitude de laisser les causes et de nous battre autour des effets. C'est quoi les causes? Les causes, c'est quoi?
c'est que les élections donnent lieu toujours à des frayeurs, à des frictions, à des violences, à des contestations, à des fraudes. Donc, il y a une cause fondamentale à ça. Et si cette cause n'est pas trouvée, et que si cette cause n'est pas étudiée pour qu'on y trouve des remèdes, les mêmes causes vont continuer de produire les mêmes effets. Il y a quand même une raison pour laquelle en Afrique, il n'y a jamais d'élection qu'on ne conteste pas. Il n'y a jamais d'élection sans violence. Il n'y a jamais d'élection où on ne vole pas le citoyen. Il n'y a jamais d'élection où les militaires ne menacent de venir prendre le pouvoir. Il y a une raison à ça. Le jour où nous trouverons la raison fondamentale pour laquelle tout cela se produit, nous penserons à ce moment-là, à mon sens, à faire en sorte que ces problèmes soient résorbés. Parce que tant que les causes ne sont pas connues, identifiées et corrigées, ces problèmes-là vont continuer partout. Ce qui se passe en Guinée-Bissau est tout à fait normal. Ça peut se passer dans n'importe quel autre pays d'Afrique. Et si ça ne se passe pas encore, c'est parce que l'homme du moment est assez fort pour empêcher que ça se passe. Mais les germes sont là et les mêmes causes continuent de produire les mêmes effets. On a l'impression bien que c'est la partie ouest du continent qui vraiment est ballottée ou emballée dans... Je ne vais pas faire de... Disons que nous faisons un peu en sorte de cacher plus ou moins les problèmes sous un boisseau et nous faisons semblant de faire croire que tout ce qu'on voit, qui est beau, s'arrête là. En dessous, nous savons tous que ça court. Il y a beaucoup de et pourriture. quand on regarde dans la sous-région, il y a des pays dans lesquels les gens ont déjà pris leur responsabilité depuis longtemps et sont passés à autre chose. Parce que, justement, à chaque fois, c'est à la suite d'une élection que l'armée fait éruption parce que les hommes politiques ne s'entendent pas. La plaie de nos pays, ce sont les hommes politiques. Et pour que les hommes politiques constituent la plaie, c'est qu'il y a des règles de base que personne ne respecte. En tout cas, on aura l'occasion de revenir là-dessus. Hein. Ça va être certainement notre premier sujet du prochain numéro de nos échanges. En attendant donc de voir un peu quelle sera l'évolution des choses, notamment en Guinée-Bissau. Alessé Kalosoke, merci. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Prenez toujours du plaisir à suivre les programmes de Canal 3 Bénin. À jeudi prochain.